Les raisons d'être pessimiste ne manquent pas en ce début du XXIe siècle tout autour du monde. Montée des tensions internationales, des nationalismes, de la peur de l'autre, de la fascination pour la violence, alliance des capitalismes et des régimes autoritaires, recul et affaiblissement des démocraties, progression des extrêmes politiques et des intégrismes religieux, dissémination massive du terrorisme ou encore action trop lente face au dérèglement climatique. Faut-il verser dans le catastrophisme ? On en parle avec notre invité, le sociologue Michel Bievorka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Alors à quelle époque comparer la nôtre ? J'aimerais pouvoir la comparer à la Renaissance ou aux Lumières, à des époques où certes il y a des guerres, il y a de la violence, il y a des épidémies, il y a toutes sortes d'horreurs, mais on sent très bien qu'un progrès formidable est en train de se jouer, que les valeurs humanistes sont en train de prendre le dessus, que l'idée de progrès fait sens. Bref, on n'a pas que ce que vous appelez du catastrophisme. Je note au passage qu'il n'y a pas si longtemps, on se contentait de parler de déclinisme. Alors là, aujourd'hui, c'est encore pire. C'est encore pire. Où est-ce que vous voyez apparaître ces éléments d'esprit des Lumières ou d'esprit de la Renaissance à côté de choses beaucoup plus sombres que j'ai un peu développées avant ? Je voudrais insister peut-être sur deux points parmi beaucoup d'autres. Le premier, c'est évidemment l'idée que la démocratie n'est pas quelque chose de périmé, d'obsolète, comme on le dit de plus en plus. Au moment de la chute du mur de Berlin, Fukuyama, un politologue nord-américain, a déclaré « c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire le triomphe de la démocratie et du marché ». Et puis pendant une bonne vingtaine d'années, on s'est dit non, c'est pas du tout, une trentaine d'années même, on s'est dit non, c'est pas du tout ça, ça va de mal en pire, on ne règle pas les problèmes économiques, on ne règle pas les inégalités, on ne règle pas les questions de terrorisme, tous les points que vous venez d'évoquer qui se développent aussi en démocratie, bien sûr. Mais l'idée démocratique continue à faire son chemin. Par le haut et par le bas d'abord. Par le haut, on parle en plus d'une vie internationale démocratique, de grandes organisations, des ONG, des Nations Unies, de l'UNESCO, etc., des formes de justice même internationale qui élargissent d'une certaine façon le champ de l'esprit démocratique. Et puis par le bas, aujourd'hui, parler de la famille démocratique n'est pas une absurdité. Il y a des très bons sociologues qui font d'excellents travaux pour montrer qu'il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça existe. Mais surtout, je pense que, oui, bien sûr, vous avez fait une liste qui n'est peut-être même pas exhaustive, le populisme, le nationalisme, bien sûr. Mais on a eu, ces derniers temps, des mouvements démocratiques en Algérie, au Soudan, en Turquie, face à des régimes autoritaires. Il y a une contestation au Venezuela contre une dictature. Enfin, vous voyez, il y a aussi des mouvements démocratiques. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, parce que ça, c'est le cœur des Lumières, l'idée que la science, la raison sont un facteur de progrès et que permettent de faire reculer l'obscurantisme, ben écoutez, bien sûr qu'il y a des fake news, de la post-vérité, bien sûr qu'on a le sentiment que le relativisme progresse partout. C'est l'horreur. Mais en même temps, jamais la science n'a fait de tels progrès. Jamais à une telle vitesse. Jamais les sciences sociales n'ont occupé une telle place. Je prends ces deux domaines. La vraie science, si je peux dire, moi je suis dans la fausse science, la vraie science, ce qu'on appelle parfois les sciences dures, les sciences inhumaines, si vous voulez, contre les sciences humaines. Mais enfin, c'est fantastique. On a vu il y a quelques semaines ou quelques mois la première photo d'un trou noir. Bon, c'est un prodige, c'est des équipes qui ont travaillé dans le monde entier. Le télescope, c'était la planète tout entière. Bon, on a progressé formidablement dans le traitement de bien des maladies. On est capable de prévoir, de prédire un certain nombre de questions de santé qui, au cas par cas, enfin, les progrès sont immenses, premièrement. Et puis deuxièmement, si je compare les Lumières à aujourd'hui, l'époque des Lumières, c'est quelques grands intellectuels, c'est les gens qui font l'encyclopédie, qui sont d'ailleurs des gens eux-mêmes souvent qui ont des compétences encyclopédiques. Mais aujourd'hui, la figure du grand intellectuel, je dirais qu'elle est un peu dépréciée, un peu disqualifiée dans l'ensemble. Mais les intellectuels en sciences sociales, il y en a des milliers dans un pays comme le nôtre, qui contribuent chacun ici ou là, j'en fais partie aujourd'hui avec vous, qui contribuent à éclairer le débat public, à apporter des connaissances rigoureuses et qui reposent sur des analyses concrètes. Il y a une phrase très célèbre, je la cite de mémoire, de Sartre. Il fait une tournée de conférences au Japon, on est en 65, et on lui dit « mais c'est quoi un intellectuel ?» Et il dit « un intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. » Bon, très bien,
Mais enfin, il vaut mieux se mêler de ce qui nous regarde, c'est-à-dire de ce que l'on connaît. Les sciences sociales, elles parlent en principe de ce qu'elles connaissent. Et donc, elles apportent des connaissances, de la capacité de réfléchir, de la capacité aussi de se distancier, de prendre un certain recul par rapport à l'actualité. Alors oui, on est dans l'actualité, on ne l'a jamais été autant, mais on sait aussi prendre de la distance. Et donc, j'ai sur notre époque aujourd'hui un jugement ambivalent. Il y a un petit côté lumière à travers ce que je viens de vous dire, les progrès de la science, les progrès des sciences sociales, d'un côté, et puis il y a toutes les régressions dont vous nous avez proposé la liste. Et à votre avis, à quelles conditions est-ce que ces lumières pourraient, comme à la Renaissance, comme lors du siècle des Lumières justement, finir par triompher et devenir les idées majoritaires? Alors, le triomphe des Lumières, d'une certaine façon, c'est la Révolution française. C'est-à-dire que c'est ce moment où les idées de progrès renversent le pouvoir autoritaire et proposent autre chose. Ça ne se termine pas toujours très bien, ces choses-là. Et on s'est retrouvé avec la Terreur, puis avec Napoléon, c'est pas forcément brillant. Mais quand même, il y a ce moment où les idées, la vie intellectuelle, on peut l'appeler comme ça, même si c'est anachronique, eh bien, rencontrent des demandes populaires, des demandes qui viennent de la société. Et donc la condition à la question que vous formulez, c'est, je crois, la capacité de ce monde des idées, de la connaissance, de la raison, de la science, de rejoindre d'une façon ou d'une autre les demandes sociales, les attentes de la société et de façon constructive. Parfois, des idées rejoignent les pires secteurs de la vie collective, à mon sens. On l'a vu avec le débat contre le mariage pour tous, où on a vu des gens se mobiliser en termes totalement archaïques, réactionnaires, pas seulement conservateurs. C'était un vrai débat en même temps. La procréation médicalement assistée, l'adoption, c'est des vrais débats. Et en même temps, on sentait bien que les positions, elles, étaient d'une autre époque. Eh bien, le jour où des positions sur ces questions-là sont dans l'air et, je dirais, sont en phase avec des attentes populaires, avec des mouvements sociaux, avec des mouvements culturels, là, on peut dire qu'un mouvement général traverse la société dans lequel le monde des idées et le monde de l'action marchent ensemble. Ce qui est vrai déjà dans certains cas. Alors lesquels? Est-ce que vous avez quelques exemples qui permettent de voir la lumière au bout du tunnel? Tout de suite. Je vais vous dire, moi je suis très intéressé quand je vois des scientifiques, y compris en sciences sociales, se mobiliser à côté des acteurs du changement climatique, à côté des acteurs de l'écologie. Je suis très intéressé quand des chercheurs en sciences sociales et d'autres se mobilisent à côté du syndicalisme, dans des mobilisations d'un type ou d'un autre. Donc, il y a des lieux, ça existe, mais évidemment, tout ça n'est pas forcément à la hauteur des enjeux, et tout ça, en France surtout, peut-être plus qu'ailleurs, tourne à la mauvaise politique, c'est-à-dire à la politique politicienne, et là, évidemment, la question n'est plus de savoir si les idées et la raison d'un côté et les attentes populaires marchent ensemble, la question est de savoir quel est le parti politique qui va l'emporter. Est-ce qu'on n'a pas un problème pour faire se rencontrer ces penseurs et les mouvements sociaux à travers le fonctionnement de l'information aujourd'hui, des plateformes numériques, des fake news, vous l'avez dit tout à l'heure? Est-ce que ce n'est pas le principal problème pour qu'il y ait une rencontre entre des objectifs de progrès, d'émancipation, et puis les frustrations de ceux qui subissent une situation qui leur déplaise? Vous mettez le doigt sur un grand problème. Il y a même des versions extrêmes du problème que vous posez. Il y a des chercheurs qui prétendent qu'on n'aura plus du tout besoin des sciences humaines et sociales, qu'avec des big data, des algorithmes, de la capacité d'aller chercher des données et de les analyser et de les traiter, on n'aura plus besoin de penser, d'une certaine façon, de penser sociologiquement, anthropologiquement, etc. Donc il y a un vrai enjeu. Enfin, on n'en est pas quand même partout là. Et oui, il y a un problème de capacité d'une vie intellectuelle dense de se faire entendre. J'évoquais Sartre tout à l'heure. Comprenez, la moindre déclaration de Sartre avait un écho bien au-delà de son petit cercle proprement intellectuel. Mais aujourd'hui, quel est l'intellectuel qui a un tel écho? Personne. Et je crois que la force de Sartre, c'est qu'il s'exprimait dans une époque où il y avait des grands engagements, le tiers-monde, la décolonisation, le communisme, on était avec, on était contre, ces choses-là faisaient sens. Et donc je pense que du côté de la recherche et de la vie intellectuelle et de la vie des idées, ou de la philosophie, il est très important que la pensée se préoccupe de s'articuler à des engagements. Pas forcément celui qui produit les idées, mais des engagements. Et que d'un autre côté, il faut que dans notre société, il y ait suffisamment d'espoir, d'idées que les inégalités peuvent régresser, que plus de justice peut se développer, pour qu'on ait envie de travailler avec des gens qui vous parlent comme ça.
Alors aujourd'hui, c'est les fake news, c'est la post-vérité, c'est des gens qui, si je caricature un peu, se disent « moi je crois tout ce qui flatte le groupe auquel j'appartiens, qui en provient ou qui n'en est pas très loin. Donc si je suis un petit blanc américain, je suis très content d'entendre Trump, quoi qu'il dise. Non seulement donc j'écoute tout ce qui vient de mon camp, mais je n'écoute rien de ce qui vient du dehors. Et non seulement je n'écoute rien de ce qui vient du dehors, mais je considère que c'est du mensonge, que c'est de la manipulation, que derrière tout ça, il y a des forces obscures, des complots, des choses comme ça. Alors, quand on en est là, c'est pas la peine de rêver de lumière. Et donc, pour que les lumières nouvelles puissent scintiller, briller, il faut aussi que la société retrouve sa capacité de se mettre en mouvement autrement que sur ce mode de la haine, du ressentiment, de la rupture et de la séparation des groupes sociaux. Eh bien, merci beaucoup Michel Vieux-Bourquet d'être venu nous faire cet éclairage sur le plateau de Xerfi Canal.